Bonjour à tous et bienvenue dans Daily Débrief numéro 8. Nous sommes le mardi 29 mars 2022 et aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons répondre à vos questions. Nous allons notamment parler d'armement, de fusées, nous allons parler de l'heure également. Ensuite, nous allons réagir un petit peu à l'actualité, voir en termes de production industrielle, ce que ça donne, surtout du côté américain et russe. Et ensuite, derrière, nous allons réagir à certaines vidéos, certaines images que l'on a pu voir circuler sur Internet. Je vous rappelle les règles d'engagement de cette série. La ligne éditoriale, c'est apolitique, c'est purement technique. Notre objectif, notre why, comme on dit, c'est de vous donner une source d'information qui prenne du recul par rapport au fameux brouillard de la guerre et qui ne soit pas biaisé. Allez, après le jingle, c'est parti. Et nous sommes donc rejoints par Laurence, la voix de la communauté. Bonjour Laurence. Salut à toi. Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors première question qui concerne l'autodestruction des roquettes. Et certains se disent que c'est pour éviter aussi que les munitions soient non explosées au sol. Exactement, c'est un très très bon point. Comme on a pu le voir avec ces vidéos-là de K-52 qui tirent les roquettes en loft, les roquettes elles partent, il y a cette autodestruction au bout d'un certain temps. Ce que l'on veut éviter, c'est que l'armement en fait atteigne de manière inerte le sol et qu'après vous ayez de l'explosif au sol et qu'un enfant puisse le ramasser ou un combattant adverse. L'idée souvent c'est quand même assez militaire, donc on ne veut pas donner de l'explosif à l'adversaire. Donc au bout d'un certain temps, quand en gros il n'y a plus de piles ou autre au niveau des senseurs sur la machine, et ça va s'autodétruire. On préfère détruire l'armement que donner de l'explosif à l'adversaire. Donc oui, c'est une raison complètement valable. En parlant d'autodestruction, peux-tu nous parler des retards à l'armement? Oui, alors le retard à l'armement, je pense que le meilleur moyen de le comprendre, alors là je mets ma casquette d'officier de marine, c'est de se mettre un petit extrait du film absolument mythique qui nous vient de l'œuvre de Tom Clancy, À la poursuite d'Outre Rouge, c'est pendant la guerre froide, et pour ceux d'entre vous qui connaissent la scène, vous avez le sous-marin russe qui fait face à une torpille et qui va percuter la torpille, et celle-ci n'explose pas. Là on le voit bien sur les images, elle n'explose pas parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'armer. Alors le retard à l'armement, c'est exactement ça. Le retard à l'armement à la base, c'est prévu pour protéger l'avion tireur, pour protéger le porteur. Vous ne voulez pas qu'au moment où la bombe part ou qu'au moment où la roquette part, celle-ci pour une raison d'instabilité ou autre, explose et détruise l'avion tireur. Donc vous allez régler une certaine durée, un certain retard à l'armement, qui fait, comme la torpille dans La poursuite d'Outre Rouge, qu'il y ait une trajectoire qui s'éloigne du tireur avant en fait, que l'arme devienne chaude, avant que l'arme devienne prête à exploser. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit une roquette, que ce soit une bombe ou autre, il y a de l'explosif, mais cet explosif, il est mis en œuvre par des systèmes embarqués. Donc c'est ces systèmes-là qu'on libère après quelques secondes. Elle est de combien cette durée? Alors là, je vais citer Top Gun, je pourrais te le dire, mais après, il faut que je te tue. Donc on va passer à la question d'après. Ok. Du coup, tu as un exemple en tête? Oui, j'ai un exemple en tête. Par exemple, une bombe de 250 kg, c'était en Libye, un super étendard qui tire cette bombe. La bombe, elle tombe au début, et là, elle a explosé sous l'avion porteur. Donc heureusement qu'il y avait ce retard à l'armement, ça a protégé ça a permis de sauver l'avion porteur en fait. Est-ce que d'un point de vue tactique, ces retards à l'armement, ça a un impact sur les combats? Exactement, donc dans le combat, comme dans le leadership, il y a toujours une dichotomie. Ce que tu vas chercher d'un côté, ça va te coûter un peu de l'autre. Donc là, pour protéger ton avion tireur, ça va impacter les tactiques de mise en œuvre. Nous nous entraînions typiquement au super étendard à bien respecter un certain temps de chute de la bombe pour permettre cet armement. Parce que les militaires, nous aimons bien l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé en Argentine pendant la guerre des Malwines? Vous aviez des pilotes argentins qui faisaient bien leur travail, qui volaient très bas, qui attaquaient les bateaux anglais et qui larguaient leurs bombes un peu au dernier moment. Et ces bombes percutaient les bateaux anglais, rentraient dans la coque et elles n'explosaient pas. Pourquoi? Retard à l'armement qui était mal réglé et du coup, il n'y avait pas assez de temps de chute, la bombe ne s'armait pas. Donc à partir de là, tactiquement, c'est un énorme impact. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle sur le théâtre ukrainien, là, vous voyez des images de bombes non explosées. On voit la fusée à l'avant justement au niveau du retard qui est dévissé sur celle-là. Eh bien, ce que l'on voit, c'est exactement ça. C'est si vous volez très bas et que vous larguez votre bombe, la bombe elle va avoir un temps de chute qui va être très faible et du coup, elle n'aura pas le temps de s'armer. Donc ça a un impact sur la tactique.
Généralement, c'est en faisant des piquets ressources que vous allez pouvoir laisser un temps de vol suffisant à la bombe pour que celle-ci s'arme. Si vous voulez très vite vous débarrasser de la bombe, ça fait un gros truc de 250 kg inerte, plein d'explosifs à utiliser pour l'adversaire qui vous arrive dans le salon. On parle de retard à l'armement, est-ce qu'on peut parler aussi de retard à l'impact? Oui, le retard à l'impact, et là je vais vous ressortir un autre film, hein. Le but c'est de démocratiser. Pearl Harbor. Pearl Harbor, vous connaissez peut-être pour la scène des parachutes, pour les plus anciens d'entre vous. Pour ce qui est de la scène de l'attaque, on voit très bien ce qu'est ce retard à l'impact. En fait, vous allez voir régler l'explosion de la bombe après un certain moment où la bombe a senti qu'elle touchait quelque chose. Si vous voulez taper un gros bateau de guerre, eh bien vous allez dire à votre bombe qu'il faut qu'elle traverse ces différents ponts. Et là, c'est ce qu'on voit bien dans ces images du film. La bombe n'explose pas dès qu'elle touche du métal, elle va rentrer dans le bateau, tout comme elle pourrait traverser un bâtiment. On le voit également dans le film Furtif, où vous avez la bombe qui descend tous les étages avant d'exploser pour augmenter l'effet militaire. Donc ça également, c'est un réglage qu'on met en œuvre, un réglage purement tactique. Fonction de si on veut taper des gens qui sont en train de tirer au mortier dans du sable, ou si on veut tirer des gens qui sont dans un bunker, ou des personnes qui sont au rez-de-chaussée d'un bâtiment avec 3 étages, on va régler ce retard à l'impact, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle du weaponring, c'est des calculs, c'est des mathématiques. Là, on est sur de la précision. Concernant les armes non guidées, sur quel type de précision on est justement? Alors oui, très bon point. En fait, une arme non guidée peut être précise. Et c'est ça, je pense, on a plus de 30 jours de guerre, une idée que les gens ont du mal à comprendre, surtout vis-à-vis de ce que font les Russes, ont du mal à comprendre cette notion, vous pouvez être précis avec de l'arme de non-précision. Moi, j'ai appris à bombarder aux États-Unis, j'étais sur T-45 Goshawk, ça ressemble à ça, on tirait des petites bombes vertes, là, des petites bombes, et ces bombes, eh bien, elles refont la trajectoire d'une bombe de 250 kg, type, alors le nom de la bombe c'est de la MK82, il y en a eu des milliers de produites, et ça vous entraîne à désigner, donc viser, et ensuite faire votre trajectoire pour que la bombe ait la meilleure balistique possible. Avec ce type de bombe, même avec de la 250 kg hein, sur super étendard, mais j'ai déjà fait but sur des chars, donc vous arrivez à avoir une précision métrique, si vous visez bien, si vous tirez bien. Donc une arme non guidée peut être précise si elle est bien tirée, bien visée. Du coup, ça demande plus d'expérience? Ça demande de l'entraînement, ça demande de l'expérience. Le contrat OTAN, c'est normalement à peu près 180 heures pour un pilote de chasse. On sait que les Russes tournent plutôt aux alentours des 100 heures, mais ça demande surtout une volonté de viser. Parce que si vous volez très bas et que vous lâchez la bombe, voilà, ça ne va pas être très précis. Si on regarde justement les MK82, c'est 250 kg, enfin 227 kg, 80 kg d'explosifs. Traditionnellement, on est sur du 5% de réussite pour cette bombe-là. C'est pas beaucoup. Mais si vous avez un B-52, un avion de bombardement à haute altitude qui lâche toutes ces bombes, c'est normal, ça va taper partout sauf sur la cible. Donc si par contre, vous prenez votre bombe, vous faites un piqué à 30, 10, 20, 30 degrés, vous visez, vous faites votre source, vous lâchez la bombe, là vous êtes à quelques mètres. Et c'est comme une bombe guidée. C'est vous qui l'avez guidée en fait. Donc ça revient moins cher, mais ça nécessite de viser, de prendre le temps et de se mettre dans un volume d'engagement de l'armement adverse SATCP, le solaire très courte portée. Du coup, en règle générale, sur quel type de pourcentage de réussite est-on? On peut donner un chiffre ou pas? Voilà, ouais, donc les MK82, vraiment tiré un peu comme au Vietnam, on est sur du 5%. Si on devait viser, là on serait au-dessus des 70%. Et après, ça dépend exactement ce dont on veut parler. On parle généralement des CEP. Donc le CEP, ça vous donne à peu près la précision d'une arme. Si elle est guidée, vous êtes en moins de 4 mètres. Si elle est non guidée, vous allez être dans quelques dizaines de mètres. À savoir que ce type d'armement, hein, ces bombes de 250 kg, en gros sur un volume autour de 30 mètres sur 80 mètres, il faut pas trop y être quand elle pète. On est plus sur des armes guidées ou non guidées dans l'absolu? Alors là, effectivement, sur ce théâtre-là, on est principalement sur de l'armement non guidé, sauf tout ce qui est missile, balistique ou de croisière, où c'est du guidé. À noter quand même en termes de volume d'emploi, je crois qu'on parle d'à peu près 1000 missiles qui ont été tirés hein, depuis le début des conflits, donc ça va bientôt faire 35 jours. C'est moins que ce qui a été tiré le premier jour des opérations de la première guerre du Golfe par l'OTAN, enfin par toute la flotte, toute la force qui était. Maintenant, on va revenir à cette vidéo des hélicos qui tirent en loft, notamment des leurs. Pourquoi? Alors là, effectivement, on voit que pour ceux qui n'ont pas vu la dernière débrief, l'hélicoptère prend 20 degrés néo, tire de manière ses roquettes de manière à atteindre les cibles qui sont plus loin. Et là, il leurre. Et pourquoi est-ce qu'il leurre? Tout simplement parce qu'il y a deux grandes utilisations du leurre. Vous avez le leurre préventif et le leurre
réactif. Donc le leurre préventif, c'est je vais augmenter la signature infrarouge autour de mon hélicoptère de manière à ce que si quelqu'un est là avec un système solaire, un Stinger, un SA-7, un SA-14, n'importe, eh bien il va attendre avant de tirer parce qu'il se dit je ne suis pas sûr que l'autodirecteur ait bien accroché l'hélico, il est possible qu'il ait accroché un leurre, donc j'attends qu'il ait fini de mettre de la chaleur partout avant de tirer. Donc c'est pour empêcher, en anglais on dit to deny, empêcher l'adversaire de me tirer dessus. Je fais ça et pendant que je mets de la chaleur partout, il va dire ça sert à rien que je gâche mon missile, ça fait une semaine que je me le traîne sur l'épaule, je veux m'assurer d'avoir un bon tir. Ça c'est du préventif, c'est exactement ce qu'ils font dans ce cas-là. Je sais que j'ai de la vulnérabilité en levant le nez, je sais que je vais être visible, je sais donc que je risque d'être une cible, je leurre de manière préventive. Donc ça fait partie de la procédure, il lève le nez, il leurre, il tire, il redescend en leurrant, il va se cacher en basse altitude, il arrête de leurrer. Ça c'est le gros cas. Comment justement les hélicos, enfin les pilotes d'hélicos décident-ils de leurrer? Alors, il va regarder le nombre de leurres qu'il a en soute. Donc là, dans le cas d'un 15-52, ils ont 4 pods avec une vingtaine de leurres infrarouges. Donc il va pouvoir se dire, je dois faire, on va dire, 8 passes de tir. Si j'ai 8 passes de tir, je peux tirer un certain nombre de leurres à chaque fois. Donc à chacune de mes passes, je tire mes leurres et après, comme ça, je garde les autres au cas où j'ai besoin de faire du réactif. Et donc, soit c'est anticipé, soit c'est du réactif. Et le réactif, c'est quoi? C'est il voit partir un missile vers lui, et là, il va faire sa manœuvre, et il va également leurrer. Donc, c'est soit anticipé en amont parce qu'il sait qu'il a une zone de vulnérabilité, soit il voit arriver une fumée, il voit arriver un missile, il tire pour essayer de faire de la séduction, que l'autodirecteur du missile se dise « Ouh, ça c'est plus sympa, c'est plus chaud, je préfère, mucho bueno », et il va là-dessus. Majoritairement, c'est du préventif ou c'est du réactif? Majoritairement, c'est du préventif ou alors c'est du réactif préventif. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a vu sur d'autres frappes où vous avez plein d'hélicoptères qui volent, il y en a un qui se fait abattre et là tout le monde se met à tirer des leurs. C'est genre non, pas moi, pas moi, pas moi. C'est du réactif d'un point de vue tactique parce que quelqu'un vient de se faire tirer dessus, mais c'est du préventif dans l'utilisation. Pas simple l'aviation. Et on va commencer par la livraison des Star Trek. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et quelles sont ses caractéristiques? Oui, excellente transition. On parlait des leurres juste avant. Le Star Trek, justement, c'est le système SATCP, solaire très courte portée anglais, qui a été conçu pour que le leurrage préventif ou le leurrage réactif ne servent à rien. Pourquoi? Parce que c'est un autre type de guidage, c'est grâce à une sorte de laser. Donc le Star Trek, oui, alors ça c'est les Anglais, c'est typique de l'humour britannique, ils adorent donner des noms bizarres à leur armement. Puisque là on est dans Star Trek, je vous présente l'USS Zumwalt, c'est un nouveau type de frégate, de destroyer américain. Et vous voyez, c'est assez futuriste. Les Américains aussi aiment bien cet humour. Le premier commandant, c'est pas une blague, vous pouvez vérifier, le premier commandant de l'USS Zumwalt, c'était le Captain Kirk. Voilà. Vous avez également d'autres missiles RR, dont j'avais parlé dans d'autres vidéos, qui s'appellent l'ASRAAM, qui est un missile anglais. Je vous laisse regarder ce que ça veut dire, ASRAAM. Bref, on en revient à ton missile Star Trek. Oui, c'est effectivement livré. La grosse spécificité de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a 3 sous-munitions à l'intérieur, 3 fléchettes. Donc en 1, retenez, c'est l'opérateur qui désigne la cible, qui envoie un rayon laser. Le missile suit ce rayon laser, donc n'a rien à faire du fait qu'il y ait du leurrage préventif ou réactif. Ensuite, quand il s'approche, il y a une sortie de ces 3 petites fléchettes, il y a un autre rayon laser, et là, les 3 fléchettes, elles couvrent un certain volume, ce qui se fait que c'est très dur d'éviter ce genre de système. L'autre fait qui le rend très létal et très bon pour le théâtre ukrainien, c'est que c'est le missile solaire très courte portée le plus rapide de sa génération. Il va à plus de Mach 4. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez passer un avion de chasse qui fait même du 90% de la vitesse du son, le temps que vous le visiez, si vous êtes un peu en hauteur, vous arrivez à garder le visuel, par exemple si vous êtes sur une église ou autre, vous allez pouvoir remonter l'avion. C'est-à-dire que vous aurez, vous irez un Mach 3 de vitesse de rapprochement, et donc ça fait que le missile pourra vraiment arriver de l'arrière et remonter un avion de chasse. Ce n'est pas tous les missiles solaires très courte portée qui peuvent faire ça, parce que forcément, il y a des histoires de vitesse. Et les Russes, ils sont préparés à ce type de missile? Pas vraiment, il faut être franc. Comme je vous ai dit, là, il n'y a pas grand-chose à faire pour les éviter, ceux-là. Donc, il ne faut pas se faire tirer dessus. Donc, c'est voler très bas, ne pas être détecté, ou alors voler au-dessus du plafond d'engagement. Donc, voler en haute altitude. Et là, le Star Trek, il ne peut pas venir vous chercher. Il n'a pas assez d'autonomie, en fait. La dernière fois, tu as parlé de guerre de production. Tu aurais des updates sur le sujet? Oui, donc il y a différentes choses à voir en termes de guerre de production.
Il y a eu beaucoup de missiles qui ont été livrés là, ces derniers temps aux Ukrainiens. Je pense que l'Ukraine n'a jamais été autant armée. Lockheed Martin a fait une déclaration ces derniers jours. Donc Lockheed Martin qui fabrique le F-35, mais pas que, hein, c'est une des plus grosses entreprises d'armement au monde. Et là, ils ont annoncé qu'ils étaient en capacité à produire 6450 missiles Javelin. Donc les Javelin, c'est de l'anti-char. D'ailleurs, le Star Trek a été prouvé comme étant utile contre du blindé. Ils l'ont essayé contre l'équivalent du M113 et ça fonctionne. Donc vous pouvez également utiliser contre du blindé léger. Donc ils seraient capables de faire 6500 missiles par an à un prix assez bas du coup, ce qui va leur permettre d'en revendre aux Américains, qu'on a livré aux Ukrainiens et après voir ce que l'armée américaine compte en faire, redonner aux Ukrainiens ou en garder pour leur propre stock. Pour y faire face, les Russes, ils peuvent produire autant de chars ou en termes de capacité de production de chars, Si on regarde un petit peu les usines de chars, il y a une grande usine de chars. Alors je vous mets le nom là parce que je ne vais pas me risquer à le prononcer. Cette grande usine, c'est le plus gros fabricant de chars au monde. Ils ont commencé en 1935. C'est en partie grâce à eux, bien qu'on ne parle pas allemand aujourd'hui, parce que je vous rappelle quand même que les Russes sont battus contre les Allemands. Et les historiens sont assez d'accord pour dire que sans les Russes, ça aurait été plus compliqué, même avec les Américains, pour battre les nazis. Mais il y a eu des milliers de chars, des dizaines de milliers de chars, je crois que c'est dans les 25 000 chars qui ont été fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale par cette usine. En 2008, elle a sorti à peu près 170 chars. Elle ne fait pas que des chars, maintenant elle fait également des bus, des choses comme ça. Mais ça donne une idée. 2008, à peu près 170 chars de très haute technologie, mais qu'à peu près 170. Du coup, on peut penser que l'effet technologique a un effet sur les volumes, sur la volume de production, c'est exactement. Seconde Guerre mondiale, on était sur des avions, des P-38, des avions simples. C'était des choses faciles à fabriquer. Vous aviez de l'acier, de l'alu, tout ça, vous arriviez très rapidement à fabriquer du matériel. J'en ai parlé dans la vidéo de prise de recul. Je vous rappelle quand même que les Américains, ils ont commencé la guerre, je crois que c'est 6 porte-avions, ils ont fini avec 105 porte-avions. Une énorme capacité à produire de manière vraiment nationale et autonome. Pas besoin d'alliage compliqué, pas besoin de métaux rares, tous ces trucs-là. Quand vous faites des chars modernes, quand vous faites de l'armement moderne, des avions de combat modernes, beaucoup d'alliages, beaucoup de choses complexes. Et au final, fabriquer un avion, fabriquer de la haute technologie, c'est très compliqué. Et on a vu, alors je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, nous ici on fait très attention avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'apparemment justement l'usine de chars était à l'arrêt par faute en fait de certains matériaux. Donc je ne suis pas inquiet, ils vont trouver un moyen pour contourner, mais ça va leur prendre un peu de temps. Mais on voit clairement que là on est sur peut-être du 150, 200 chars, allez, 300 chars grand max, mais ça n'a rien à voir avec du 6500 Javelin. Et concernant justement les avions de chasse en termes de production. Oui, donc on a vu que les chars ils sont vraiment fabriqués dans le centre du pays. Les avions de chasse, c'est par contre de l'autre côté, du côté Alaska, du côté Japon. Les Russes sont pas très loin par là-bas. Et là, en ce moment, c'est des Sukhoi 35 et c'est que quelques unités, que quelques exemplaires par an qui sortent. S'ils devaient en sortir plus, ça se verrait parce qu'il faut qu'ils volent, il faut les sortir, il y aurait des vols d'entraînement. On ne peut pas le cacher en fait. Non, on pourrait très difficilement cacher la production, une augmentation de production des Sukhoi 35, mais voilà, ce sont des process assez longs. Matériel de très haute technologie, ça prend du temps à sortir. Ce qui va être plus rapide, c'est déstocker, et apparemment les Russes font ça actuellement, déstocker du matériel de l'Empire soviétique et le remettre en état. Ça peut aller plus vite. Maintenant, nous allons passer aux vidéos et on va commencer par cette vidéo qui l'attaque à Kherson. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces images? Oui, donc effectivement, ça a beaucoup fait parler. Kherson pris par les Russes. Après, il semblerait maintenant qu'ils y soient plus. Je vais être franc, je ne sais pas. Je ne suis pas sur place. Une ligne de front, ça bouge. Ce que l'on voit par contre, c'est que oui, il y a eu des frappes sur la base. Oui, il y a eu de l'attrition au niveau des hélicoptères. Oui, on voit que toute la partie au niveau du parking, du parking du côté sud, là, ça a clairement... il y a eu de l'impact. Donc, attaquer une base avec des hélicoptères, c'est quelque chose qui a toujours été fait. C'est une cible prioritaire, un aéroport. La troisième dimension, c'est important. Donc, si vous avez tous les hélicoptères qui sont stockés au même endroit, oui, justement, on peut se demander, pardon de te couper, mais si le fait de regrouper tout le matériel sur une même base, est-ce que c'est vraiment un bon choix? Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage numéro 1, c'est le fait d'avoir tout au même endroit. D'un point de vue logistique, ça va être plus simple. Tu vas mettre le pétrole dans les hélicos, tu vas mettre l'armement dans les hélicos et tu vas avoir toutes tes pièces, toute ta maintenance au même endroit. Tu vas donc, d'un point de vue opérationnel, être plus à même d'avoir une grosse utilisation de ta force aérienne. Lors d'une guerre de mouvement, on l'a vu dans les premiers jours, les hélicoptères, ils étaient basés directement depuis des routes en Biélorussie, ils se posaient et ils étaient ravitaillés sur les routes. Ça, c'est très bien, mais on ne peut pas faire ça de manière éternelle. Pourquoi? Parce que derrière, il y a de la maintenance au niveau des hélicoptères, tout ça. Donc,
Une fois qu'on met tout ce petit matériel et qu'on a besoin de faire des grandes visites ou autres, il faut les réunir. Ils auraient pu, oui, les disséminer un peu partout, mais on en revient à, ça fait une plus grande zone à protéger d'incursion au sol, donc il faut beaucoup de monde pour protéger tout le terrain. Et c'est un choix. Les gens, les chefs sur place regardent le risque qu'ils ont versus les capacités qu'ils ont à défendre et ils prennent des décisions. Et là, sur ce cas-là, le cas de Kherson, eh bien, ça restera comme une attaque réussie de la part des Ukrainiens contre les Russes. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Ah oui, alors il ne faut pas croire que les Russes sont les premiers à se faire attaquer une base. C'est arrivé en Afghanistan. Camp Bastion, vous avez une base américaine, enfin il y avait un peu tout le monde, qui s'est fait attaquer par une quinzaine de talibans. Ils sont rentrés dans la base et ils ont réussi à détruire, je crois que c'est 8 Harrier, un C-130. Ils ont tué 2 Marines, dont le chef de l'unité, qui est mort les armes à la main à cause d'un morceau de RPG qui est arrivé dans la jugulaire. Là. Donc c'est déjà arrivé. Il faut savoir que cette même unité de Marines, si on remonte en 1941, quelques jours après Pearl Harbor, ils étaient à Wake Island et ils se sont fait attaquer par des Japonais et qui ont essayé de se poser sur l'île et tout. Ils se sont défendus et après, derrière, les Japonais sont arrivés avec les porte-avions et là, ils n'ont pas pu faire face. Et si on regarde plus proche de nous, parce que ça c'était... Enfin là, c'était la Seconde Guerre mondiale. Vous avez également le Vietnam. Le Vietnam, il y a eu beaucoup d'attaques contre des bases de SEALs. Ce qu'on appelle des FOB en fait, Forward Operating Base. Kherson, c'est une FOB. Une Forward Operating Base, c'est une base d'opération de l'avant. Elle est proche de l'ennemi. Elle va pouvoir être attaquée par les airs, des coups de mortier ou par des forces spéciales parce que vous ne maîtrisez pas tant que ça l'environnement. Donc c'est un choix. Et comme je vous disais, au Vietnam, pareil, c'est arrivé sur des bases où des fois ils se sont fait détruire 10 hélicos d'un coup, une dizaine de morts. Donc ça arrive régulièrement et pourtant, militairement, on y trouve toujours un avantage. Et nous allons terminer par cette vidéo où on voit un hélico de combat abattu. Alors oui, effectivement, là, si on regarde sur YouTube, vous avez de tout et n'importe quoi, et après vous avez des pseudo-spécialistes qui vous analysent tout et n'importe quoi sur YouTube. Alors faites attention, juste voilà, on prend du recul. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces images? Vous voyez initialement des images d'hélicoptères d'attaque. Oui, il y a du Ka-52, derrière il y a du Mi d'attaque. Mais derrière, si vous regardez la forme, ce qu'on appelle la silhouette, et en tant que pilote de combat, on est entraîné à reconnaître ces silhouettes. Et vous voyez, voilà, je vous laisse regarder, que ce n'est pas du tout le même type d'hélicoptère. Donc les images du début n'ont rien à voir avec les images de derrière. C'est donc du faux, comme vous avez des fausses images sur Internet, mais également des fausses analyses. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce que vous pouvez trouver, mais on peut faire dire tout et n'importe quoi à une image. Encore une fois, c'est pour ça qu'on essaye de vous aider, en tout cas pour la partie aéronautique. On pourrait parler de chars également, il y a plein de choses à dire sur des engagements de chars et tout, mais prenez du recul par rapport aux informations qui traînent, regardez qui sont les personnes qui commentent, leur degré d'expertise réel. Moi, je vais vous confier quelque chose. En tant que jeune pilote de chasse, même jusqu'à aspirant ou un galon, j'étais pourtant pilote de combat, tout ça. D'un point de vue tactique, je ne savais pas grand-chose parce qu'on se rend compte que c'est en unité de combat qu'on va beaucoup apprendre et c'est pas parce qu'on vient de finir la formation ou autre qu'on a beaucoup de recul. Et s'il y a une chose qui est bien vraie dans l'aviation, comme dans le combat de manière générale, c'est qu'on se rend compte de l'importance de l'expérience qu'une fois qu'on en a. Et donc sur ces petits mots de prise de recul, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer les vidéos et tout sur nos sites web. Et puis d'ici là, fly safe.